Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT, le premier syndicat de France, et vous êtes l'homme clé des réformes à venir, ou non, puisque ça dépendra aussi beaucoup de vous. Le lendemain du second tour, vous écriviez à Emmanuel Macron: Monsieur le Président, vous ne pourrez pas relever ces défis tout seul. Alors les défis, on va en parler, mais je voudrais quand même qu'on commence par la personne qui va être en charge de ces chantiers. Elisabeth Borne, vous la connaissez bien, elle était ministre du Travail. Est-ce que vous lui faites confiance ? D'abord, je tiens à dire une chose, c'est que moi, je ne suis pas responsable du casting. Donc, quand on est un syndicaliste, on fait avec l'interlocuteur qui est en face. Après, c'est vrai qu'on connaît bien Madame Borne, elle était ministre du Travail. Ce n'est pas un mauvais signal que la ministre du Travail devienne première ministre. C'est aussi un très bon signal, je tiens à le dire, ce n'est pas la question, mais que ce soit une femme qui occupe ce poste. Moi, je trouve ça très, très important. Par ailleurs, Madame Borne, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de comment on va travailler les uns avec les autres. Quand j'écris au président de la République après le second tour, je lui dis: il y a sur les réalités quotidiennes vécues par les citoyens français et par les travailleurs et travailleuses en particulier, il y a de gros dossiers. Le pouvoir d'achat, la question de l'emploi qui demeure importante, la question de l'évolution du travail, de quelle protection sociale on veut demain. La transformation du modèle, comme vous dites, on y reviendra. Oui, et puis il y a aussi tous les sujets très importants qui sont devant nous. Le mur climatique, on s'en aperçoit bigrement ces jours-ci, la question de la réduction des inégalités. Et là-dessus, ils ne pourront pas faire tout seuls. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il faut qu'on rentre dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, ce n'est pas arriver en réunion et avoir une conclusion de la réunion 3 heures après qui est la même que lorsqu'on est arrivé. C'est de la co-construction. C'est d'écouter les interlocuteurs sociaux et économiques. En fait, dans le dialogue social, vous nous dites juste qu'il y a dialogue, quoi. Oui, il y a dialogue, et donc je crois que Mme Borne a compris ça, et j'espère qu'elle l'a compris, et si elle l'a compris, oui, nous serons un interlocuteur exigeant mais constructif. En tout cas, vous êtes prêt, a priori, à lui faire gré de cette confiance. Mais vous dites pas non avant, quoi. Mais vous savez, moi je vois depuis 2-3 jours les commentaires qui qualifient déjà l'action qui sera menée. Pour l'instant, moi je juge sur pièce, et donc pour l'instant, on n'a pas démarré. Et oui, donc, mais vous avez déjà travaillé avec elle. Oui, ça, on peut quand même le dire, sur la réforme de l'assurance très clairement, chômage, il y a des sujets sur lesquels nous avons été en désaccord. désaccord. L'assurance chômage, c'est clair, en désaccord frontal, et j'ai jamais caché ces désaccords. Et puis, sur d'autres sujets, comme la gestion pour le monde du travail de la crise Covid, il y a eu des moments où on a pu co-construire des solutions adaptées aux salariés, on a pu travailler sur les protocoles sanitaires, et il y a eu de l'écoute. Donc là, on jugera sur pièce. Il y a un des gros défis, et on le verra, c'est aussi la question de la réforme des retraites. Ça, a priori, si c'est 65 ans, vous avez déjà dit, ce serait non. Mais je voudrais qu'on commence quand même par le pouvoir d'achat, parce que voilà une des questions immédiates, quotidiennes, urgentes pour les Français. On apprend par exemple ce matin que 7 Français sur 10 renoncent à des fruits et légumes parce que les prix sont trop élevé. On a ces témoignages en milieu de campagne par quelqu'un comme François Ruffin qui cite une des personnes qu'il a vues hier: je travaille, mon mari travaille, mais même à Albi, même à Lidl, acheter des fraises pour que mes filles réclament, on ne peut pas parce que tout est payant. Soi-disant l'école est gratuite, mais ce sont des manuels à 50, 60 euros. Le restaurant universitaire est toujours plein, il faudrait qu'elles mangent dehors, mes filles à 5 ou 7 euros le repas. Bref, ce genre de témoignages, nous on en entend tous les jours sur l'antenne d'RMC. Qu'est-ce qu'on fait pour ces Français-là ? D'abord, ce genre de témoignages, ce sont des travailleurs. Ce genre de témoignage, c'est notre réalité quotidienne. C'est ce que j'entends, ce qu'on entend tous en permanence, parce que personne n'a le monopole de la réalité. Moi, je suis un militant du réel, je suis toutes les semaines en contact avec les salariés. Vous dites ça par rapport à François Ruffin ? Non, je dis ça par rapport à personne. C'est-à-dire personne ne peut s'approprier. Le problème aujourd'hui, c'est pas de faire seulement l'écho de ce que vivent les travailleurs et travailleuses, c'est d'apporter des solutions. Et c'est quoi le pouvoir d'achat ? C'est quoi la capacité à vivre dignement ? C'est de pouvoir avoir accès à l'alimentation, à une alimentation saine, c'est de pouvoir se déplacer, c'est de pouvoir se loger, etc. Et puis, c'est aussi pouvoir gagner sa vie décemment. Donc, il y a une question à la fois de soutien dans une période de forte inflation, de soutien aux ménages avec des aides ciblées, en termes de logement, en termes de consommation, en termes de mobilité pour se rendre notamment au travail. Et puis, il y a une question de niveau de salaire. Et aujourd'hui, on est dans ce moment-là où l'inflation elle met en lumière une disparité énorme sur la question des salaires. C'est quoi la solution ? C'est de bloquer les prix ou c'est d'augmenter les salaires ? Eh bien, la solution, c'est d'abord d'augmenter les salaires, notamment de tous ceux qui ont des bas salaires aujourd'hui. Vous savez quand même que dans la branche caoutchouc, je prends des exemples. Dans la branche caoutchouc, dans les 8 premiers échelons, les 7 premiers échelons, pardon, c'est 20 € de différence. C'est-à-dire que vous êtes au SMIC pendant au moins 8 ans ou 9 ans. Dans la fonction publique. C'est 20 € d'évolution. Ouais.
Dans la fonction publique, vous êtes sûr... Vous montez 7 échelons, 8 échelons, vous ne gagnez que 20 euros de plus. Dans la fonction publique territoriale, tous ceux et celles que vous voyez tous les jours quand vous emmenez vos enfants à l'école, les ATSEM, quand vous voyez les personnes s'occuper de votre environnement, eh bien, quand vous êtes agent de catégorie C, vous avez 11 ans avant de pouvoir avoir une rémunération qui est au-dessus du SMIC. Parce que tous les échelons sont bloqués au SMIC. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective. Au-delà d'un niveau de salaire bas, vous n'avez pas de perspective. Vous appelez donc à augmenter tous les bas salaires ? Toutes les grilles qui sont en dessous du SMIC. Toutes les grilles qui sont en dessous du SMIC. Il n'y a pas... Nous, ce qu'on propose au gouvernement, ce qu'on a dit, on a écrit... il y a une carte pétition qui circule sur ce sujet-là et d'autres en direction du président, c'est toutes les branches qui ont des minimums en dessous du SMIC. Aujourd'hui, c'est 144 branches sur 171 de plus de 5000 salariés qui commencent en dessous du SMIC. Elles ont 3 mois pour négocier une revalorisation de leur grille, de toute leur grille de classification, et notamment le bas de grille. Sinon, il y a une conditionnalité des aides publiques, elles ne peuvent pas percevoir l'ensemble des aides publiques. Ça, vous le proposez, est-ce que le gouvernement vous suit ? Écoutez, pour l'instant, vous avez compris. Il n'y a pas de gouvernement. On est entre deux. Première ministre, mais il n'y a pas encore de ministre. On est entre deux. Donc, ce que fait la CFDT aujourd'hui, ce qu'on va faire quand on rencontrera la première ministre, quand on rencontrera les ministres du Travail et autres, on a un dossier. On a des dossiers avec des propositions très concrètes. Vous arriverez avec votre dossier, vous direz, voilà ce qu'on vous a préparé. On arrivera avec des propositions. Et sur la question salariale, oui, il y a une action du gouvernement en termes de conditionnalité des aides publiques à opérer, en direction des branches professionnelles et des entreprises. Les salaires, et je crois clairement qu'il y a une responsabilité du monde patronal. Il y a une responsabilité des organisations professionnelles. Écoutez, la dernière nouvelle, là, par exemple, en venant ce matin, dans la boulangerie, la branche patronale n'a pas voulu bouger pour revaloriser les salaires. Vous savez comme moi que c'est des salaires extrêmement bas. Avec des conditions de travail parfois. On a des exemples comme ça dans la propreté, on en a dans d'autres secteurs professionnels. Donc oui, il faut des négociations salariales. Et puis de l'autre côté, il faut des aides ciblées en direction des ménages. Et les aides, c'est du logement. Je pense qu'il faut bloquer les loyers pendant cette période, l'évolution des loyers. Il faut bloquer les loyers. Oui, en tout cas dans les zones très tendues, évidemment, là où vous travaillez. Et c'est vrai des personnes du privé comme du public, vous travaillez dans certaines zones, vous n'avez pas de quoi vous loger. Ça peut pas être, c'est pas acceptable. Il faut, je crois, des aides ciblées pour la mobilité. Les aides aujourd'hui au déplacement, au carburant, elles touchent tout le monde. Mais c'est pas pareil lorsque vous faites 20 km pour aller... 18 centimes de ristourne par litre. C'est pas pareil si vous faites 20 km pour aller à votre travail avec votre véhicule tous les jours, c'est-à-dire 40 dans les deux sens, que si vous pouvez bénéficier de transports en commun. Il faut cibler les aides pour tous ceux qui se rendent à leur travail et qui sont contraints de le faire avec leur véhicule personnel. On l'entendait d'ailleurs ce matin, encore sur RMC, je recevais l'adjoint à la mairie de Paris avec cette histoire de réduire le nombre de voies sur le périph'. Et les réactions, c'était surtout des réactions de gens qui ne sont pas parisiens, qui viennent travailler à Paris, qui n'ont pas le choix, qui disaient mais c'est pas un plaisir de prendre la voiture, ils vont se sentir extrêmement pénalisés. On fait quoi ? Vous qui êtes à la croisée entre ces deux tensions, c'est-à-dire la question de l'écologie et la question du pouvoir d'achat, on fait comment ? C'est deux sujets différents, si je peux me permettre. Pardon, mais là, ça se croise dans la voiture. Non, c'est deux sujets différents. Il y a le sujet différent de l'aménagement de l'espace pour permettre de se rendre à Paris. Et là, je vais vous dire, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est surtout que tous ceux qui nous sont extrêmement utiles, que sont les livreurs, que sont les artisans, etc., c'est la difficulté de se déplacer qui peut être posée. Il faudrait les aider, avec une aide ciblée. Il faut distinguer ceux-là et ceux qui prennent leur véhicule et puis qui pourraient peut-être le faire en transport en commun. Mais ça, c'est un autre sujet que la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat, c'est lorsque vous vous rendez à votre travail avec une distance importante tous les jours et que vous voyez que lorsque vous allez travailler, vous commencez par perdre de l'argent parce que le prix du carburant est extrêmement élevé, il faut des aides ciblées. Elles le viennent de quoi ? Elles peuvent venir des collectivités territoriales. Il y a une région, les Hauts-de-France, qui, dès que vous faites plus de 20 km pour aller à votre travail, vous avez une aide. Elles peuvent venir des entreprises. Les entreprises doivent aussi, en termes de plan de transport, de plan de mobilité dans leur entreprise, peuvent apporter des aides ponctuelles. Donc, ne pas tout attendre de l'État. L'État doit faire pression sur les branches professionnelles pour une revalorisation salariale et ils doivent accorder des aides ciblées aux ménages les plus modestes. Tout à l'heure, votre témoignage de François Ruffin, il disait « Mes enfants, il faut revenir au repas à 1 euro dans les restaurants universitaires. Il faut cibler les familles les plus modestes. » Enfin, très clairement, on n'est pas tous impactés de la même manière sur le pouvoir d'achat. Ça dépend. Des aides ciblées. Voilà ce que vous dites au gouvernement. C'est ce qu'on portera au gouvernement avec des propositions concrètes. Et il faut, de l'autre côté, une revalorisation des salaires. C'est évident. Le chèque alimentaire ? Oui, c'est une formule, le chèque alimentaire. Là aussi, il faut le cibler. On a vu pendant la période du Covid, qu'on a su le faire. Il faut le cibler, il faut l'élargir. Si de la même manière qu'il faut élargir, par mois, par il faut élargir le chèque énergie. Oui, il faut
le chiffrer, mais il faut apporter une aide aux familles les plus modestes, c'est une évidence. Enfin, on le voit bien, les inégalités sont en train de miner notre pacte républicain et elles sont en train de se creuser sous cet effet de l'inflation. Il y a une étude ce matin qui nous dit encore qu'en France, l'ascenseur social est en effet extrêmement grippé et que selon que vous êtes né dans une famille des plus aisés ou des moins aisés, vous êtes finalement assigné à résidence en quelque sorte dans la classe sociale dans laquelle vous êtes né. C'est ça aussi votre combat, on fait comment ? Moi, mon combat, il est une société plus juste. La société plus juste, c'est de commencer à s'attaquer aux racines des inégalités. La racine des inégalités, c'est quoi ? C'est tout simplement de faire en sorte qu'on se préoccupe dans une société pour qu'on soit une société, j'ai envie de dire, normale. Il faudrait se préoccuper de la situation des 10% les plus pauvres et que ce soit ça un des indicateurs principaux pour savoir si on va vers le progrès ou pas. Aujourd'hui, on constate que les personnes qui étaient pauvres sont en train de tomber dans la très grande pauvreté. Et donc, c'est ça il faut avoir des mesures ciblées en termes d'éducation, en termes d'accès à la santé, en termes d'accès à un revenu décent, donc d'augmentation salariale. Tous ceux dont on parle là, c'est les travailleurs de deuxième ligne qu'on a glorifiés, mais le SMIC à 1 500 €, comme le propose Jean-Luc Mélenchon. Le SMIC, il faut qu'il soit revalorisé sur l'évolution des prix. Donc ça veut dire pas jusqu'à 1500, quoi. Attendez, ça veut dire que c'est une approche trop paresseuse d'approcher que par le SMIC. Il faut une augmentation du SMIC comme il y a eu au 1er mai. Il faut aussi qu'il y ait une revalorisation des grilles. Le problème du SMIC, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus la réalité pour plein de gens et il n'y a pas de progression de salaire. Il n'y a pas de progression de salaire. C'est-à-dire que les revalorisations du SMIC, elles grignotent petit à petit toutes les grilles de classification, ce qui fait qu'il n'y a pas de perspective. Donc si on remonte le SMIC, il faut remonter aussi tous les autres, quoi. Bien sûr, il faut remonter les bas de grille. Sinon, vous restez 11 ans, 10 ans, 8 ans, 5 ans au même niveau, quelles que soient les compétences. C'est paresseux, donc, de ne mettre sur la table que l'idée d'un SMIC à 1500 €. Ce que je dis, c'est que ça ne peut pas être l'entièreté de la réflexion sur les politiques salariales. Ça ne peut pas être que ça. Il faut qu'il y ait des obligations dans les branches professionnelles à revaloriser leur bas de grille par la négociation, sitôt que le SMIC est revalorisé. Laurent Berger, la retraite à 65 ans, c'est oui ou c'est non ? C'est non, tout le monde le sait pour la CFDT. C'est une approche dogmatique, indifférenciée et donc totalement injuste. Ça n'aurait pas le même impact si vous êtes aujourd'hui dans un métier qui est difficile, dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment, dans la restauration, dans le nettoyage, dans la gestion des déchets. Le gouvernement dit on tiendra compte de la pénibilité, mais ça vous paraît pas suffisant comme garantie. Oui, mais de toute façon, tenir compte de la pénibilité, d'ailleurs, c'est cette majorité qui a supprimé les 4 critères extrêmement importants de pénibilité. Je me souviens, vous étiez venu en parler à ce même micro. On n'a pas de visibilité sur le sujet. Je crois qu'il faut renoncer, et pour une question de justice sociale, et pour une question de climat et d'ambiance à la rentrée, il faut renoncer à cette approche. On vous met un projet sur la table, c'est 65 ans. Franchement, si c'est ça, il y aura de la conflictualité. C'est clair. Il faut partir sur l'idée de c'est quoi le sens d'une réforme des retraites. Je crois qu'on a besoin d'améliorer la justice et l'égalité dans le système des retraites. Je pense qu'il faut, quand on parle retraite, il faut aussi qu'on parle travail, aménagement des fins de carrière. Aujourd'hui, la moitié des gens, ou enfin 40% des gens qui liquident leur retraite sont déjà plus en emploi. Ils sont en invalidité ou au chômage. Il faut aussi qu'on parle de pourquoi, dans certaines entreprises, on licencie les seniors ou on les met dehors plutôt que de les garder. Commençant par l'âge, alors que pour vous, il faut commencer par c'est quoi la retraite ? C'est un sujet travail. C'est un sujet contenu du travail. Et il y a des gens qui vivent correctement leur travail, qui sont respectés, dont leur intégrité physique et psychique est respectée au travail et qui se disent voilà, je suis pas mal au travail, je veux ralentir en fin de carrière, mais je ferai peut-être un an ou plus. Et puis il y a ceux qui sont usés à 50 ans, qui sont usés à 55 ans et dont on parle pas. Et c'est ceux-là qui nous ont fait tenir pendant cette période. Et donc l'approche par l'âge est une approche théorique. Ce sont tous ces travailleurs qui étaient au front, comme on dit, pendant toute la période, notamment du Covid. Laurent Berger. C'est ceux-là qui doivent avoir une revalorisation de salaire, une amélioration de leurs conditions de travail, une évolution de leur protection sociale, un droit à partir à la retraite anticipé parce qu'ils ont des carrières longues et des métiers pénibles. C'est ceux-là. Quand vous dites qu'il faut renoncer, je voudrais que les choses soient très claires. Vous dites ce matin à la Première ministre Elisabeth Borne, il faut renoncer à ce projet tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire à cette affiche, ce titre, la retraite à 65 ans. Moi, je suis pour être assez carré. Clairement, il n'y a pas de projet sur la table. Il y a une annonce, la retraite à 65 ou 64 ans. Clairement, cette annonce-là, il faut certainement pas partir, si on veut discuter des retraites, par cette accroche de report de l'âge légal, de report de l'âge légal. Si c'est le cas, je vous le dis, la CFDT est opposée, sera opposée.
Après, nous, on voudrait améliorer le système pour que les retraites des femmes soient meilleures que celles qu'elles sont, à égalité. Des retraites et améliorer les retraites, oui. On voudrait revaloriser les retraites de ceux qui ont des carrières très plates, au sens, ça veut dire avec très peu d'évolution de salaire, parce que ceux-là, ils sont au minimum contributif et il faut effectivement revaloriser le minimum contributif à niveau du SMIC. Il faut regarder c'est quoi la situation des personnes qui ont des métiers pénibles, etc. Donc il y a du travail à faire sur la question des retraites, mais pas par une approche dogmatique qui serait l'âge. Et quand vous dites « sinon, on s'y opposera et sinon il y aura de la conflictualité », voilà le mot que vous avez utilisé, concrètement ça veut dire qu'il y aura grève et manifestation. Concrètement ça veut dire qu'il faut me réinviter au moment où il y aura ça, puis je vous dirai. Parce que pour l'instant, moi, ma logique, c'est d'éviter qu'on parte sur une mauvaise voie. Vous prévenez Borne, en fait, vous prévenez Elisabeth Borne. Je le fais, je crois, même avant le premier tour d'élection présidentielle. Je pense que le report de l'âge légal à 64 ou 65 ans, c'est une mesure injuste, inutile, y compris financièrement, pour l'équilibre des régimes des retraites, et dogmatique. Et donc, ça suffit pour dire qu'on y est opposé. Les modalités de cette opposition, c'est s'il persiste, on verra le moment venu. Rendez-vous est pris. 2 points dans l'actualité qui montrent cette transformation de nos modèles, comme vous dites, avec des morceaux de modèles qui craquent. D'abord l'hôpital. Au moment où on se parle, il y a de plus en plus de services d'urgence qui ferment. Alors qui ferment parfois définitivement, qui ferment parfois ponctuellement, qui ferment parfois la nuit. Le plus emblématique étant celui de Bordeaux, même si en réalité ça se passe à Laval, à Mayenne et partout en France. Est-ce que le problème est aussi la qualité du travail, la rémunération? Comment faire pour sauver l'hôpital? Le problème est la qualité du travail, l'organisation du système de soins et la reconnaissance par le salaire. Il y a ceux qui ferment parce qu'il n'y a plus assez de personnes pour le faire. Moi, j'étais encore dans un hôpital à Auxerre il y a quelques jours. Et puis, il y a ceux qui en ont ras-le-bol. Il y a aujourd'hui un mouvement aux urgences à Rouen mené par la CFDT parce qu'ils n'arrivent plus à faire correctement leur travail. Ils voudraient des postes d'infirmiers et d'infirmières en plus. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que d'abord, il y a un problème d'organisation du soin. Et il faudrait que la médecine de ville soit davantage contrainte à faire de la permanence de soins, y compris le week-end, la nuit. Parce que ça allégerait le système des urgences. Il y a un problème d'organisation du travail. On ne fait pas suffisamment confiance aux professionnels. Et donc, tout est trop normé. Et donc, on essaye après de faire du bricolage. Comme on n'a pas suffisamment de personnes, on fait du bricolage. On fait des journées de 12 heures. L'hôpital aujourd'hui en France, Laurent Berger. Oui, il est bricolé, mais parce qu'il est plus attractif. Parce qu'il est plus attractif. L'hôpital où j'étais à Auxerre, il y a plusieurs dizaines de... La CFDT l'a signé, il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table. Bien sûr, très bien, mais il fallait le faire. Il faut continuer. Mais il faut revaloriser les carrières, y compris en termes d'organisation. En termes d'organisation du système de soins, il faut que ce soit... Lorsque vous allez travailler, ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi une question de reconnaissance et une question de bien-être au travail, de qualité, de qualité de vie au travail. Ils ne sont pas suffisamment nombreux, donc on a beaucoup de défaillances là-dessus. Et puis ça craque parce que aussi, par exemple à la PHP, lorsque vous faites de nuit, les hôpitaux à Paris, lorsque vous faites une nuit, vous avez 1 euro de plus de l'heure. Vous n'allez pas trouver beaucoup de jeunes pour aller le faire. Donc, c'est ça qu'il faut, il faut repartir sur l'organisation du système de soins, l'organisation de l'hôpital et la revalorisation des carrières des professionnels de soins. Laurent Berger, Vallourec, premier plan social pour Elisabeth Borne. Il y a l'État qui en possède encore une partie, 2,3% du capital. Vallourec qui annonce supprimer 3000 postes, dont 320 emplois en France, surtout dans le Nord. Xavier Bertrand dit « La politique d'abandon du groupe de ses activités industrielles n'est pas acceptable ». Est-ce qu'il y a moyen de faire plier Vallourec? Il faudrait. En fait, ce n'est pas un problème de production, c'est un problème d'aller faire produire au Brésil et en Chine. Donc, ce n'est pas un problème d'activité, c'est un problème de choix stratégique. Et cette entreprise, elle a été aidée, au-delà des 2% détenus par l'État, elle a été aidée avec des aides publiques. Donc maintenant, il faut faire pression pour que ces 320 emplois ne soient pas supprimés. Et c'est ce qui se passe, il faut bien le comprendre. C'est quoi la finalité de l'économie? C'est quoi la finalité d'une entreprise? Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un choix, stratégique. Ils n'ont pas de repreneur pour leur activité en Allemagne. Ils n'ont pas de repreneur pour leur activité en Allemagne, dont acte. Mais ils font aussi le choix d'aller investir au Brésil et en Chine. Est-ce que c'est ça dont on veut comme modèle économique demain? Non. Je veux dire, c'est pas les salariés des Hauts-de-France qui ont à subir ces choix économiques. Vous savez, il peut y avoir des situations où il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus rien. Là, on peut comprendre et discuter sur comment on fait pour réindustrialiser, accompagner les salariés. Là, ce sont des choix industriels qui sont faits.
donc des choix qui sont sur lesquels on peut agir. En tout cas, et ça donc n'est pas subi, c'est un choix de leur part. Le gouvernement doit faire pression sur Vallourec pour que les sites ne soient pas fermés et qu'il n'y ait pas de suppression d'effectifs. Laurent Berger, merci d'avoir réagi ce matin à la nomination donc d'Elisabeth Borne et au chantier à venir. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.